C'est parti. Donc, je me présente. Je suis Antoine de Rouault. Je travaille au département études de Natagora. Donc, je m'occupe essentiellement du suivi des oiseaux communs en Wallonie, mais aussi de tout ce qui touche en partie à observation.be. Donc, on fait régulièrement des formations à destination du public pour présenter cet outil qui est en fait un carnet naturaliste partagé et en ligne et qui permet aussi de visionner pas mal de choses et apprendre pas mal d'informations sur différentes espèces et différents sites en fait. Donc voilà, je vais partager mon écran. Je vais vous présenter observation.be en deux parties. La première partie, c'est la manière de visualiser les données, donc tout ce que observation.be peut vous apporter comme outil en fait naturaliste. Et la seconde partie, alors, c'est la manière de partager ces données, d'encoder ces données de la meilleure manière possible et voilà, pour vous expliquer un peu ce qu'on peut faire aussi avec les observations des naturalistes et ce qu'on recherche en fait comme information dans observation.be. Alors, je vous partage mon écran. Vous pouvez éventuellement, si vous avez deux écrans, vous connecter aussi à votre compte observation.be si vous en avez un et essayer de faire les mêmes manipulations que moi en même temps. Donc voilà, ça c'est une possibilité. L'autre possibilité, c'est évidemment de refaire par après ce que je vous ai présenté. Donc voilà, pour les questions-réponses, je vous propose de les noter éventuellement dans le chat. Donc en dessous de votre écran, vous avez une petite barre avec un endroit où il est mis chat ou converser. Vous pouvez en cliquant dessus écrire vos questions en même temps que vous écoutez. Donc je passerai en revue ce qui est noté dedans et je répondrai alors aux questions. Bien sûr, vous aurez aussi l'occasion de poser vos questions de vive voix par après, mais je préfère présenter globalement et puis alors après, je ferai une petite pause pour les questions-réponses et puis après, je vous présenterai la manière d'encoder les données. Alors, je vais partager mon écran et vous montrer un peu observation.be. Donc, c'est ici. Voilà. Alors, observation.be, donc c'est une plateforme naturaliste qui a été créée au début, 2008, un peu avant 2008 aux Pays-Bas, et qui a été créée par des ornithologues à la base. Donc c'est un peu un format pour les ornithologues, mais il s'est très vite adapté aux autres naturalistes. Et ce carnet naturaliste en ligne, on peut l'appeler comme ça, permet deux choses. C'est voilà, je vous mets la page d'accueil, en fait, que vous connaissez probablement tous. Ça permet deux choses, de voir en premier lieu les espèces rares qui ont été observées en Belgique, parce que c'est une plateforme belge, et d'encoder ces données, de partager ces observations. C'est une plateforme maintenant qui est utilisée par des milliers d'observateurs aux Pays-Bas, en Belgique essentiellement, mais aussi un peu partout dans le monde. Il y a d'autres plateformes de ce genre-là qui sont utilisées dans d'autres pays. Donc, il y a eBirds, qui est essentiellement aux États-Unis, Canada et tout le reste de l'Amérique. Et puis, il y a aussi toute une partie de sites internet comme iNaturalist, notamment, qui est une plateforme aussi de partage de données. Voilà, donc on peut éventuellement utiliser d'autres plateformes qui fournissent le même type d'informations. Nous, chez Natagora, on a choisi d'utiliser observation.be parce que c'est une des premières qui est arrivée sur le marché, entre guillemets. Et puis alors après, nous avons accès à toutes les données naturalistes qui y sont encodées et on peut les utiliser pour des études scientifiques, pour de la conservation de la nature, etc. Voilà. Donc la page d'accueil d'observation.be est comme présenté ici sur l'écran. Vous avez
quelques photos qui ont été prises les années précédentes, généralement au même mois, pour vous donner un peu l'eau à la bouche de ce qu'on peut voir. Vous avez quelques messages d'accueil et des nouvelles ici qui ne sont pas spécialement régulièrement mises à jour, mais voilà, vous avez quand même pas mal d'informations qui passent par là. Et puis, vous avez surtout la liste des espèces rares. Donc, quand il y a un petit pictogramme rouge, c'est vraiment les espèces très rares, et puis jaune, ce sont les espèces rares. Ça, ce sont les espèces qui ont été observées les derniers jours en Belgique. Vous avez les provinces dans lesquelles on les observe et les espèces. Alors, c'est un outil assez facile à utiliser, je vais dire. Maintenant, il faut connaître un peu où se trouvent les informations, mais généralement, avec un peu de jugeote et quand on clique à gauche, à droite, on trouve toujours des choses intéressantes et les informations qu'on cherche, et parfois même plus. Alors, c'est un portail que l'on peut visualiser sans s'y connecter, donc de manière libre. Maintenant, si on crée un compte, ça vous permet d'avoir accès à plus d'informations et surtout aussi d'encoder vos données et de partager vos observations aux autres naturalistes et utilisateurs du site. Alors, donc on voit que ça s'articule ici, c'est une version 2.0 qui a été mise à jour il y a un peu plus d'un an. Donc ceux qui étaient habitués à l'ancien site, ils peuvent encore y retourner, mais on utilise maintenant quand même pas mal cette version-ci qui n'est pas encore tout à fait à 100% terminée. Donc il y a chaque fois des nouvelles améliorations qui arrivent. Donc on a des nouvelles possibilités de visualisation ou d'encodage qui sont encore en cours d'implantation et d'implémentation. Alors, on peut utiliser les différents menus qu'on va passer en revue et qui se situent ici au-dessus des photos. Donc, vous avez le premier menu qui est ajouter pour ajouter les observations. Ça, on le verra dans la deuxième partie de la présentation. Vous avez un outil qui est explorer. Donc là, vous pouvez explorer les observations, les environs, les espèces, les sites, les photos et les sons qui sont présentes et stockées sur le portail, sur les serveurs du portail. Alors, vous avez un onglet projet. Ça, c'est un onglet dédié à des projets de recherche et de suivi de la faune et de la flore avec des méthodologies particulières. On va l'aborder rapidement, mais on ne s'y attardera pas tellement aujourd'hui, sinon on n'aura pas le temps de tout voir. Vous avez toutes les informations concernant observation.be et l'équipe de développeurs qui s'occupent de mettre en place le site internet et le portail. Puis vous avez tout ce qui concerne la communauté des utilisateurs. Ça, on le verra après aussi. On va commencer par ici, le menu à propos de nous, où on va regarder un peu les statistiques du site. Vous voyez que pour la Belgique, vous avez, depuis 2008, où il a été mis en place, déjà 45 millions, même plus de 45 millions d'observations qui ont été mentionnées par au moins 66 900 observateurs. Donc, c'est quand même un grand nombre de participants pour les naturalistes en Belgique. Il faut savoir que la proportion des observations est quand même beaucoup plus importante en Flandre qu'en Wallonie. Les Flamands, apparemment, l'utilisent beaucoup. Mais voilà, on a quand même plusieurs millions de données de naturalistes qui sont récoltées grâce à ça en Wallonie aussi. Il y a aussi une banque de photos qui a plus de 9 millions de photos. On peut écouter des sons. Et alors, il y a 127 000 sites ou 128 000 sites à peu près qui sont mis en place, qui sont dessinés dans lesquels on peut aller observer des statistiques d'observation, etc. Alors, on peut avoir par année, vous voyez qu'en 2008, ça a été lancé mi-2008, il y avait peu d'utilisateurs évidemment à ce moment-là, mais il y a une augmentation annuelle assez forte du nombre d'observations qui sont implémentées dans le portail. Donc, on a près de 7 millions de données naturalistes ici en 2020, et ça va augmenter de plus en plus, notamment avec l'arrivée des projets et le fait de pousser les observateurs à mentionner de plus en plus des listes d'espèces communes.
voyez un peu, vous voyez que c'est un portail qui a été créé pour des ornithologues et par des ornithologues. Donc, il y a plus de la moitié des données qui sont des oiseaux. Mais vous voyez que pour le reste, les plantes, les papillons de nuit et les papillons de jour sont assez bien mentionnés aussi. Les champignons aussi, quand même plus d'1 million de données aussi. Les mammifères, ça ne va pas tarder de dépasser 1 million. Et puis, vous pouvez alors voir tous les autres groupes possibles au niveau du portail. Voilà, alors les photos, même chose. Là, il y a un peu plus de variété et beaucoup de papillons de nuit, etc. Il faut savoir que depuis 1 an maintenant, on peut poster ces photos et un petit programme permet d'identifier l'espèce avec un degré de certitude grâce à l'intelligence artificielle. Ça, on verra ça dans la partie encodage. Donc, il y a de plus en plus de photos qui vont être postées sur le site. Voilà, pour les sons, on enregistre essentiellement les oiseaux, évidemment, les autres animaux faisant souvent un peu moins de bruit. Donc, voilà un peu pour la présentation des statistiques. Donc, ça montre à quel point ce site est devenu important, en fait, pour les naturalistes et pour Natagora, Naturpunt en Flandre aussi, parce que ce sont des informations qu'on n'avait pas auparavant. Et donc, on récolte des masses d'informations naturalistes qui nous permettent d'avoir des idées sur ce qui se passe un peu en Wallonie et en Belgique, et donc de mieux connaître la nature pour mieux la protéger généralement. C'est le principe du département études de Natagora. Alors venons-en maintenant à ce qu'on peut voir avec le site. Donc si on reprend la page de garde, vous voyez toutes les espèces rares. Bon, vous pouvez sélectionner par groupe d'espèces si vous voulez un peu moins diluer les observations. Et donc, vous voyez ici, au niveau des oiseaux, les observations d'oiseaux plus ou moins rares qui ont été observées ces derniers jours en Belgique. Il faut savoir que la rareté le degré de rareté des animaux, des plantes et des autres espèces comme les champignons ont été définis par des spécialistes sur la Belgique et donc des espèces comme le grand corbeau qui est commun dans le parc naturel des Deux Ourtes, il n'est pas encore si commun que ça en Flandre, etc. Donc globalement, on l'a laissé rare pour la Belgique. C'est des statuts qui peuvent évoluer au fil du temps aussi. Alors vous avez sur cette page-là, voilà, les stars de ces derniers jours qui sont les grues cendrées. Alors, comment est-ce qu'on décortique la page d'accueil? Vous avez 18h42, ça c'est la dernière heure à laquelle une observation a été mentionnée pour cette espèce. Vous avez les différentes provinces ici dans lesquelles il y a eu des observations. Vous savez qu'il y a eu des photos de grues cendrées aujourd'hui, mais surtout qu'il y a eu 121 observations des grues cendrées. Alors, hier, il y en a eu 225. Vous avez aussi, en plus, des sons qui ont été enregistrés. Ce petit pictogramme indique qu'il y a des commentaires sur certaines observations. Alors, en cliquant sur le nom de l'espèce, là, vous allez ouvrir une page avec les observations de cette espèce pour la journée. Vous voyez ici les dates qui s'affichent. Et donc, vous avez les différentes observations ici classées par ordre chronologique, donc de la plus ancienne à la plus récente. Et vous avez alors les informations avec les photos, etc., les personnes qui ont observé aussi, et les localisations plus précises. Si vous voulez, on va prendre mon observation de tout à l'heure. Voilà, vous cliquez ici sur la date et vous avez alors à ce moment-là l'endroit précis sur une petite carte, une carte Google qu'on peut choisir, soit une carte satellite, soit plutôt une carte topographique qui permet alors de localiser l'observation exactement où on veut. En cliquant et en dézoomant, on peut voir exactement où ça se situe. Vous avez différents renseignements sur l'observation. Donc ici, c'était à peu près 120 grues qui passaient en vol vers le nord-est à Comblain-Ferron, observateur, donc c'était moi. Et vous pouvez alors aussi, si vous avez envie de vous rendre là-bas, vous pouvez soit encoder dans votre GPS, évidemment, les coordonnées,
Et vous pouvez aussi cliquer ici pour avoir l'itinéraire qui va vous envoyer de chez vous vers le chemin du facteur, l'endroit où j'ai vu les grues cendrées. Donc ça, c'est le but premier en fait de ce portail, c'était évidemment pour les ornithologues de pouvoir aller voir les espèces rares assez vite et de les retrouver rapidement. Mais bon, voilà, maintenant ça c'est devenu quelque chose qui est toujours utilisé, hein, donc il y a encore beaucoup de personnes qui vont voir les oiseaux rares grâce à observation.be, mais c'est devenu moins important, je vais dire, dans le site. Vous avez différentes options ici, où vous pouvez envoyer un message à l'observateur, ou bien si vous avez vu les mêmes oiseaux au même endroit, cliquez pour copier l'observation dans votre compte. Alors chaque fois qu'il y a quelque chose de bleu, vous pouvez cliquer dessus. Vous voyez, ici vous pouvez cliquer sur Antoine de Rouault ou sur Comblain-Ferron. Eh ben, il ne faut pas hésiter, hein, vous cliquez et vous allez voir ici Comblain-Ferron, en fait, ça va vous donner l'information sur le site de Comblain-Ferron. Donc Comblain-Ferron est délimité, donc c'est une ancienne commune qui fait partie de la commune d'Amoir, qui fait 10,44 km². Et puis vous avez un peu les statistiques des observateurs qui y vont le plus souvent. Le nombre d'observations, le nombre d'espèces qui ont été observées dans la commune ou dans le site, et les localisations des dernières observations des 30 derniers jours. Alors, une fois que vous êtes sur le site, eh bien, vous pouvez alors afficher différents menus. Hein. Vous avez les observations. Donc là, vous avez les dernières observations dans la commune ici. Vous voyez qu'aujourd'hui, voilà, on a observé des grues cendrées, de mésanges bleus, rouge-gorge familier, milan royal, etc. Donc, vous avez à chaque fois la personne, la localisation et les espèces. Vous pouvez visualiser les photos. Donc, les dernières photos qui ont été prises sur le site. Voilà, vous pouvez passer en revue les photos. En cliquant dessus, vous les agrandissez. Et puis en cliquant sur la croix ici, ça les ferme. Donc là, vous pouvez encore une fois utiliser pas mal de filtres. Hein. Ça, je vous invite à essayer à chaque fois. Si vous voulez ne voir que les photos d'oiseaux, vous pouvez filtrer uniquement les oiseaux. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Vous pouvez éventuellement écouter les sons. Ici, il n'y a pas eu de son récemment dans le site. Mais ce qui est quand même le plus intéressant par site, c'est que vous pouvez afficher la liste des espèces qui ont été encodées sur le site et observées. Donc, vous voyez ici pour les oiseaux, mais vous pouvez évidemment choisir tous les groupes d'espèces. Et donc, en cliquant sur filtrer, vous avez les 550 espèces ici qui ont été observées sur le site, avec en premier les oiseaux classés par ordre taxonomique. Et puis plus bas, vous avez alors d'autres espèces, les mammifères, etc., les reptiles. Et donc, ça vous permet d'avoir une bonne idée de ce qu'il y a sur le site. Si le site est bien suivi par les naturalistes ou si justement il y a presque personne qui va voir des espèces là-bas. Donc voilà. Vous avez chaque fois les dates aussi de la première observation mentionnée et de la dernière observation mentionnée, le nombre d'observations qui ont été faites sur le site. Si on remonte au début, on voit qu'en cliquant sur les titres de colonnes, vous pouvez classer, par exemple, les espèces par ordre alphabétique ou bien les premières observations, croissant ou décroissant. Donc voilà, vous avez pas mal d'informations à ce niveau-là. Donc, on peut voir alors ici, on retrouve l'observation de grues cendrées que j'ai faite tout à l'heure. Mais voilà, si vous voulez savoir partout où il y a eu des grues cendrées dans le site, on ne va peut-être pas prendre la grue cendrée, mais la répartition du rouge-gorge familier, par exemple, sur le site, eh bien, en cliquant ici sur la petite carte, vous allez afficher une carte avec les endroits où des rouges-gorges ont été mentionnés à Comblain-Ferron.
En cliquant à chaque fois sur le point, vous avez les détails de l'observation. Donc, si on ouvre ici, on va ouvrir l'observation ici de Bertrand Losson en 2019 du rouge-gorge sur l'Ourthe, pas loin de l'Ourthe. Donc, voilà pour les espèces vues. Donc, on peut effectivement observer les emplacements et on peut aussi observer les statistiques de l'espèce pour le site. Donc, pour certaines espèces, vous n'aurez pas grand-chose, ou pour des petits sites, vous n'aurez pas beaucoup d'informations. Et donc ici, voilà, vous voyez que on a 6 observations en avril de rouge-gorge. On en a 3 en juillet et encore plus en octobre. Et donc, vous avez des graphes qui vous montrent un peu les années où il y a eu des observations et les années sans observation. Voilà, il faut se rappeler que cette page-ci, à partir du site, c'est les observations et les statistiques pour ce site-là uniquement. Alors, ceux qui aiment bien des petits classements ici, eh ben, vous avez le classement des personnes qui ont le plus d'espèces observées sur le site. Et vous pouvez choisir les années, etc. On va revenir aux espèces vues. Il y a quelque chose à signaler quand même, c'est que cette liste n'est pas tout à fait exhaustive. Vous avez un graphe à la fin. Il y a des données qui sont éventuellement cachées ou avec un embargo. Ces données sont cachées ou ont une date d'embargo, soit parce que l'observateur ne veut pas que ces observations soient diffusées pour des raisons quelconques, notamment de tranquillité ou de risque de prélèvement de plantes ou des choses comme ça, ou alors elles ont été d'office cachées comme certaines espèces pour éviter le dérangement par tout le monde. Donc vous n'avez pas la liste complète, vous avez une liste avec des espèces qui sont un peu cachées, qui ne sont, pardon, les listes des espèces qui justement ne sont pas cachées. Donc ça, c'est pour l'exploration par site. Hein. Donc on peut soit arriver sur un site en cliquant sur le nom du site où on a vu une espèce, mais on peut aussi évidemment chercher les sites en tapant un nom. Ça peut être une commune. On va mettre Oufalise ici dans le filtre. Donc si on cherche Oufalise, on voit tous les sites avec Oufalise dedans, évidemment. Donc soit l'entité d'Oufalise, qui est la commune, soit l'ancienne commune d'Oufalise, soit des sites, des réserves naturelles ou des sites de grand intérêt biologique ou des choses comme ça, ou alors des sites, qu'on nous a demandé de créer en fait pour connaître, pour connaître la biodiversité ou pour avoir une idée de la biodiversité qui s'y trouve. Prenons par exemple ici Martin Moulin et le ruisseau de la Planchette. Donc en cliquant dessus, vous allez retrouver ici le menu avec les observations, les espèces vues, etc. Encore une fois, si on clique ici sur les espèces vues, vous avez la liste des espèces qui ont été vues sur ce site-là. Vous pouvez cliquer dessus, vous avez les informations, les hybrides, les synonymes, etc. Ça, c'est les différents dictionnaires qui sont définis par les taxonomistes. Il y en a qui aiment bien avoir le plus de précision possible, d'autres qui sont un peu plus qui préfèrent encoder au niveau de l'espèce simplement plutôt que des sous-espèces, etc. Alors, si on explore maintenant via les espèces, là, vous allez pouvoir chercher l'espèce pour laquelle vous voulez une information. Reprenons notre grue cendrée, qui est passée en grand nombre dernièrement. Vous cliquez ici et vous voyez que vous arrivez sur une page avec le nom de l'espèce. Et en cliquant dessus, vous avez encore une fois une page avec différents menus.
D'abord, les détails sur l'observation. Vous avez une petite description ici qui est issue de Wikipédia. Donc, vous pouvez avoir l'information. Vous avez une photo qui représente l'individu. Vous avez son degré de rareté défini par les gestionnaires du site et l'information si c'est une espèce exotique ou une espèce indigène. Et puis, vous avez encore différents menus ici, un peu comme pour les sites, mais un peu différent évidemment puisque c'est les espèces. En cliquant dessus, vous avez la liste des dernières observations ici. Donc, ça, on l'a vu tout à l'heure. Et vous pouvez évidemment choisir les dates pour lesquelles vous voulez voir les observations, choisir les provinces pour évidemment filtrer et faciliter la recherche. Et puis en cliquant les options avancées, là vous pouvez chercher plus précisément une localisation ou un observateur, ou bien un comportement, donc trouver toutes celles qui étaient plutôt en dortoir qu'en migration. Donc en mettant ici, on peut voir s'il y avait des dortoirs de grues qui ont été mentionnés la dernière année. Et vous voyez effectivement que sur le plateau des Hauts-de-Fagne, le 9 novembre 2011, il y avait un dortoir de 200 grues, et puis ici 800 qui étaient là 2 jours avant. Donc on peut vraiment trier de toutes les manières et ça donne une information plus précise ou ça permet de chercher un peu ce qu'on préfère. Quand vous avez un petit appareil photo là, ça veut dire qu'il y a une photo liée à l'observation. Donc en cliquant dessus, on va voir les grues ici au dortoir, voilà, qui sont posées dans la boue. Et l'information du photographe et de l'endroit. Alors, la grue cendrée, ce qui est intéressant surtout avec observation.be, ce sont la visualisation des cartes. Donc, vous avez ici, en cliquant sur le menu carte, la répartition des grues cendrées en Belgique depuis le 27 février 2016 jusqu'au 25 février 2021. Vous pouvez évidemment changer les dates et changer pas mal de choses aussi. Donc vous avez ici, c'est une grille de 10 km sur un fond hybride, donc c'est pas très joli. On peut déjà changer le fond de carte pour qu'il soit un peu plus, pour que les cartes soient plus lisibles. On peut évidemment zoomer avec la roulette de sa souris ou avec les plus et les moins ici. Mettre la carte en plein écran si on a envie. Mais cette carte-ci, avec une grille de 10 km, n'est finalement pas très intéressante. Et donc en cliquant ici, on voit qu'on a des grilles de 1 km, 5 km, 10 km, 25 ou une carte de densité. Donc si on prend une grille finalement de 1 km, vous allez voir qu'en filtrant, on va avoir une information plus précise des localisations des grues cendrées dans le pays. Mais ça donne quand même encore un gros pâté, ça montre quand même qu'elles sont plus fréquentes sur l'est du pays, avec quelques données éparses en Flandre ces 5 dernières années. Si on réduit évidemment l'intervalle, depuis le 1er février, par exemple, en 2021, eh bien, vous allez pouvoir voir qu'effectivement, il y a quand même beaucoup moins de données dans l'ouest, mais il y a énormément de données ici quand même dans le centre de la Belgique et évidemment dans l'est. Alors, ça nous permet, en changeant les dates à chaque fois, de pouvoir comparer, par exemple, à la même période de 2020. Donc, vous pouvez filtrer ici et vous voyez que pour cette même période en 2020, il y a eu beaucoup moins d'observations des grues cendrées. Et donc, c'est effectivement quelque chose qui est, le passage qu'il y a eu cette année, en fait, est quelque chose d'assez exceptionnel. Vous pouvez voir ici, en fait, le total des individus et le nombre de carrés. Si on revient à 2021, on voit qu'on a une information, un nombre évidemment beaucoup plus élevé. Donc on passe de 22 677 à 714 000. Évidemment, il y a plein de doublons, donc il y a des groupes de grues qui ont été vus plusieurs fois. Ce qui peut être intéressant pour certaines espèces, c'est d'afficher la carte de densité aussi. Donc vous avez une carte de densité qui montre en fait
le nombre d'observations de grues cendrées dans les carrés. Et donc, vous voyez ici que plus c'est rouge, plus il y a eu d'observations de grues cendrées. Et donc, c'est encore plus parlant si on compare ici les années, l'année dernière et cette année. Ben, en filtrant, vous voyez qu'il n'y a effectivement pas photo. La différence est très frappante. On peut aussi, mais on va regarder ça pour une autre espèce, utiliser l'intervalle. On y passera juste après pour d'autres espèces. Alors, les grues cendrées sont très photogéniques et beaucoup de personnes les photographient. Donc, on peut voir toutes les photos de grues cendrées qui ont été prises en Belgique et qui ont été déposées sur le portail. On peut évidemment écouter les sons des grues cendrées, comme beaucoup de monde les enregistre. Ben voilà, vous pouvez les écouter en cliquant ici. Donc, ça permet d'avoir une idée en fait du son d'un animal qu'on ne connaît pas ou de vérifier une observation qu'on a faite, une observation auditive, et de confirmer que c'était bien ça si on doute. Et puis, vous avez encore autre chose qui est très intéressant pour les espèces. Vous avez les statistiques. Donc, les statistiques vont reprendre le nombre d'observations et le nombre d'individus mentionnés, soit selon les mois, soit selon les années. Et donc, vous voyez, la grue cendrée, ben, c'est une espèce qui passe en nombre en février et en mars. En avril, il n'y en a quasiment plus. Enfin, 13 000 quand même, hein, ça se voit encore un peu, mais après, mai, juin, juillet, août, septembre, il n'y a presque pas de grue chez nous, presque pas d'observation. Et puis en octobre, novembre et décembre, on a un deuxième passage dans l'autre sens jusqu'en décembre qui nous permet d'observer les grues 2 fois par an. Et donc, vous voyez ici le nombre de communes dans lesquelles on a observé les grues. Et alors, vous voyez aussi, vous pouvez comparer d'année en année les statistiques. Donc, vous voyez que le nombre de grues observées depuis 2008 a tendance à augmenter en Belgique et très fortement cette année, mais que ça fluctue. Il y a des années en 2014 avec un très gros passage, en 2019 très gros passage aussi, 2020 c'était moins bon, mais 2021, alors qu'on n'a même pas encore eu le passage de novembre, on a battu tous les records. Il faut évidemment garder à l'esprit que ces graphiques, ils dépendent aussi de la pression d'observation. Hein. Vous avez vu que le nombre d'observations en 2008, 2009, 2010, 2011 était beaucoup moins important qu'en 2020 ou 2019, où on avait plusieurs millions d'observations. Donc, on doit toujours, en regardant les statistiques, garder évidemment ça à l'esprit. Et alors, vous avez les graphiques en tableau ici, avec le nombre d'observateurs, le nombre de communes, etc. Vous pouvez afficher uniquement les statistiques du mois de février, par exemple, en cliquant ici. Donc là, ça se présente un peu différemment. Vous voyez que les gros passages de grues, eh bien, en février, c'est souvent plutôt le 20-21, mais c'est un peu biaisé par cette année, évidemment, où il y a eu énormément de grues. Et vous voyez qu'en 2020, il n'y avait quasiment pas de grues, enfin 37 000 quand même, hein, mais on a vu sur la carte que par rapport à 2021, on a plus d'1 million de grues. Donc voilà, ça permet de voir des statistiques par mois qui sont effectivement intéressantes. Donc voilà, ça, les statistiques, c'est quelque chose à user et réutiliser très régulièrement pour vos espèces favorites, mais évidemment à prendre avec des pincettes en sachant que ce sont des chiffres bruts et que le nombre d'observations et d'observateurs augmente d'année en année. Donc, on ne peut pas dire qu'une espèce augmente uniquement sur base de ces statistiques-là. Il faut un peu pondérer par rapport au nombre d'observateurs. Ici, vous avez une petite case sur ou dans. Ça, on va le voir aussi tout de suite avec un insecte pour la prochaine espèce. Vous allez voir à quoi ça sert. Et alors, vous avez les noms. Si vous voulez savoir comment on dit la grue cendrée en espagnol ou bien en géorgien,
ben voilà, vous avez l'information ici. C'est un petit gadget en plus, mais ça peut être intéressant lorsqu'on est sur le terrain avec des étrangers et qu'on a envie de un peu expliquer les espèces qu'on voit ou on veut leur demander des informations sur une espèce. Prenons une autre espèce parce qu'il n'y a pas que les oiseaux dans la vie. Je vous propose de prendre par exemple un papillon qu'on voit beaucoup aussi pour le moment, la grande tortue. Alors la grande tortue, vous pouvez cliquer ici, donc vous arrivez sur sa page d'accueil entre guillemets. Vous avez les mêmes informations. Vous avez aussi, je n'avais pas montré pour la grue, mais des photos de différents stades, donc l'imago, les œufs, et puis vous avez en dessous les chenilles. Donc ça vous permet aussi, c'est une petite aide à l'identification avec les ailes fermées, les ailes ouvertes et même la chrysalide ici pour ce papillon-là. Donc en cliquant dessus, on peut l'agrandir et alors on voit l'information. Donc, ceux-ci sont généralement des photos choisies par les validateurs en disant ben voilà, c'est les plus jolies photos, les photos les mieux représentatives pour identifier l'espèce. Donc, on a vu ici évidemment les différentes observations, la carte de répartition, voilà, avec les carrés de 10 km. Donc, on peut remarquer qu'elle est présente à peu près partout en Belgique aussi, mais que si, encore une fois, on filtre à 1 km, c'est beaucoup plus limité comme territoire, évidemment, et on voit que l'ASB, finalement, n'est pas très couverte par les espèces. Maintenant, encore une fois, ces cartes dépendent aussi, évidemment, de la pression d'observation. Vous voyez qu'autour de Viroinval, etc., où il y a énormément d'observateurs, flamands, francophones, hollandais, etc., ben, il y a énormément de carrés remplis. Ou par contre, en Ardennes, on a un peu moins d'observateurs, généralement, parfois, et donc ça peut aussi induire des trous qui ne sont pas de vrais trous. Ça, c'est valable, évidemment, pour beaucoup de choses. La pression d'observation va faire varier la forme de la carte, et vous verrez que si vous prenez des espèces plus rares ou plus cryptiques comme des limaces, etc., ben vous aurez les alentours des maisons ou des villages où habitent les spécialistes des limaces, vous les verrez qui vont ressortir. Donc voilà, c'est quelque chose qu'il faut aussi prendre avec des pincettes, ces cartes-là, mais c'est ce qu'on a. Alors, on peut voir pour la grande tortue, en cliquant ici sur et dans, eh bien, on voit, bon, invité 2, c'est pas vraiment, c'est un peu mal traduit, il y a quelques problèmes de traduction qu'on doit encore régler, mais on voit que la grande tortue, on la trouve sur l'orme, sur le saule, pour les chenilles en tout cas, le saule-marceau. Les adultes ont été observés sur des saules, saule-marceau, des pruneliers, des budléas, des chênes, etc. Donc on peut avoir pour certaines espèces des grandes listes de plantes sur lesquelles on les retrouve. Donc ça permet de faire un lien entre la plante et l'espèce qu'on observe. Donc, si on va par exemple rechercher un papillon pour lequel il y a une plus grande diversité de plantes, donc on va prendre le macaron, eh bien, on peut aller voir qu'il y a encore plus de plantes hautes parce que c'est une espèce nettement plus commune. Et donc, vous voyez que les chenilles, il y a 401 observations de chenilles sur du fenouil, 155 sur la carotte, 84 sur la carotte comestible, je vais dire. Dans la nette, 72. Donc, on voit que la chenille est liée... Ah non, 72 sur la carotte comestible. Bon, voilà, il est lié évidemment aux ombellifères. Et c'est là-dessus qu'on retrouve régulièrement des chenilles. Donc, ça ne sert à rien d'aller chercher des chenilles de macaron sur un chêne. C'est essentiellement sur ces plantes-là qu'on va les retrouver. Et les adultes, par contre, ils vont être observés sur... évidemment, beaucoup plus de plantes, le budléa en premier, parce que c'est une plante qui est beaucoup dans les jardins, mais aussi du fenouil, évidemment, parce qu'il pondent dessus, de la verveine, des trèfles, des carottes, des zinnias, un peu de tout, quoi. Voilà, vous avez vraiment une information, donc ça vous permet d'avoir
un lien entre les espèces et leurs hôtes, ou l'inverse. Si vous prenez évidemment la plante, la nette, et que vous cliquez dessus, ben là vous avez, la nette est haute pour le macaron, pour certains hyménoptères comme le Polis du Gaulois, l'Argocropus, des mouches, des diptères, des punaises, donc on va retrouver dedans. Ça, c'est quelque chose de très intéressant qui est peu connu d'observation.be, mais je vous invite à chipoter, je vais dire à regarder pour vos espèces favorites, les hôtes ou bien les invités, comme ils mettent là, donc les animaux, les insectes surtout, qui utilisent ces plantes-là. On va revenir à une autre espèce pour voir encore un peu ce qu'on peut faire avec les cartes. On va prendre une espèce invasive qu'on connaît bien en Ardennes aussi, notre ami le raton laveur. Et pourquoi est-ce qu'il ne trouve pas ça? Ah, parce que j'ai choisi papillon, donc là il faut être attentif évidemment. Voilà, le raton laveur. Donc, le raton laveur qui est de plus en plus présent chez nous. Si vous prenez la carte, il y a encore une petite option qu'on n'a pas encore vue, c'est l'intervalle ici. Utiliser l'intervalle. On va prendre une grille de 5 km. Et donc, on peut voir, par exemple, si on choisit ici l'année, et alors on peut voir l'évolution. On va commencer en 2000. Au 1er janvier 2000, en cliquant ici, on va voir, on va d'abord mettre filtrer. Vous voyez qu'en 2000, on n'avait quasi pas d'observation de ratons laveurs, même pas du tout apparemment. Puis on avance dans les années. Vous voyez qu'en 2000, on a, oui, c'est ça, au 31 du 12, on a une observation. En 2001, toujours pas d'observation. 2002, quelques observations en Flandre. 2003, encore rien. 2004, toujours pas non plus. 2006, encore une observation en Flandre. Et puis en 2007, une observation en Wallonie. Puis 2008, 2 en Ardennes. Là, c'est le début d'observation.be, donc les gens commencent à encoder. On se rend compte que les gens encodent assez vite et que finalement, il y avait quand même des ratons laveurs un peu partout, mentionnés à différents endroits de Wallonie, mais pas encore un peu partout. Un an après, on a encore des observations qui commencent à s'étaler un peu vers l'ouest, mais ça reste encore confiné à justement la région du parc des Deux Ourtes, un petit peu le long de la Meuse et en Lorraine. Vous voyez qu'en 2012, on a des observations beaucoup plus nombreuses, donc plus d'observateurs et aussi probablement plus de ratons laveurs. Et vous voyez que la carte, au fur et à mesure, va s'étoffer. Donc on peut estimer qu'à partir de 2015, 2016, la pression d'observation est correcte partout en Belgique et vous voyez quand même une colonisation de la Wallonie par l'Ardenne vers la Flandre et le nord-ouest. Donc c'est assez intéressant de regarder comme ça. Vous voyez que ça augmente de plus en plus et ça permet de voir l'évolution d'une espèce, que ce soit une espèce comme le raton laveur ou bien des papillons qui arrivent, le nacré de la ronce. Je vous invite à faire l'exercice avec le nacré de la ronce, par exemple, qui est un papillon qui a colonisé la Belgique à partir de 2006 aussi. Et vous verrez, les résultats sont assez impressionnants. Pour 2021, évidemment, il y a moins d'observations parce qu'on n'est qu'au début de l'année. Donc voilà. Ça, c'est quelque chose qui est assez intéressant à visualiser aussi pour comprendre l'évolution et l'arrivée des espèces dans la Wallonie ou sur le pays entier, en Belgique. Donc voilà pour la cartographie. Je pense qu'on a fait le tour. Donc on peut, comme je disais, explorer les sites, explorer les espèces. On peut évidemment explorer la banque de photos.
Donc là, vous avez toutes les photos qui ont été prises ces 5 derniers jours. Vous pouvez évidemment changer les dates. Et donc, si vous voulez une photo, par exemple, de raton laveur, vous pouvez choisir toutes les années et puis sélectionner une espèce en tapant raton laveur. On va peut-être pas mettre raton laveur parce que c'est souvent des animaux écrasés, mais si on va mettre un beau papillon, on va mettre le nacré de la ronce. Voilà. On va observer le nacré de la ronce, toutes les photos. On clique sur filtrer. Il faut parfois un peu trouver les boutons tellement il y a de l'information. Et vous avez les différentes photos du nacré de la ronce. Vous verrez qu'ici, pour ces photos-là, vous n'avez que la date et vous n'avez pas le nom de l'observateur ni le lieu parce que le nacré de la ronce est systématiquement obscurci pour éviter des personnes trop curieuses ou des collectionneurs qui viendraient le chercher. Maintenant, évidemment, comme il est devenu relativement commun à certains endroits, ça n'a peut-être plus lieu d'être et ça va peut-être changer. Mais si vous mettez une autre espèce, le macaon, voilà, vous pouvez alors voir à chaque fois qui a pris la photo, à quel endroit et à quelle date. On va essayer de trouver, vous voyez que jusqu'en novembre, il y a encore des chenilles. Et donc, en cliquant ici sur macaon, vous avez toutes les infos du macaon. En cliquant ici sur le site, vous aurez toutes les informations sur le site. En cliquant sur le photographe, vous aurez toutes les informations sur le photographe. Et en cliquant sur la date, vous aurez l'information vers l'observation. Et donc, voilà un peu ce qu'on peut faire avec les photos. Vous pouvez encore cliquer aussi sur l'appareil photo. Et là, vous avez la photo qui arrive avec les informations plus sur la photo. Donc, la date, vous voyez que c'est obscurci. Vous avez aussi le copyright. Donc, si vous voulez utiliser pour un site internet ou pour une présentation, vous devez ici regarder la licence et savoir si vous pouvez l'utiliser. Vous voyez que l'espèce est obscurcie à 5 km, donc il y a un petit cadenas ici. Alors, on peut aussi observer les environs. Donc, si un jour vous voulez aller vous balader dans la plaine entre Bande et Hama, ici, vous pouvez, donc c'est du côté du Condro liégeois, là, près d'Ouffet, eh bien, vous pouvez cliquer là et voir toutes les observations qu'il y a eu depuis, par exemple, 1 an. Et éventuellement les espèces que vous n'avez pas encore observées. Donc, vous avez l'information ici sur les espèces qui ont été mentionnées dans la zone ces derniers temps. Donc, ça peut être intéressant si on va aller découvrir un site ou si on cherche des nouvelles balades à faire. Donc, voilà, ça peut être quelque chose qui est intéressant. On peut choisir soit une localisation, soit aussi la distance de 5 km autour d'un point. Donc, si on sait qu'on va aller en vacances ici à Oé, ben voilà ce qui se passe dans un rayon de 5 km autour de la zone et on voit les différentes espèces qui ont été mentionnées. Et ça nous permet de, éventuellement, en cliquant dessus, voir plus précisément ce qu'on peut aller voir par là. Donc, c'est quelque chose aussi d'assez intéressant. Voilà un peu pour tout ce qui est le menu explorer. Je pense qu'on a fait le tour. Maintenant, on peut aussi voir, on va explorer les observations. Je vais prendre mes dernières observations de grue cendrée. Donc là, vous avez vraiment toutes les observations de la journée. Oui, ça c'est peut-être intéressant à donner aussi, avec le nombre d'observations pour l'espèce, 103 pour l'oie cendrée, le maximum d'individus, il y a eu un groupe de 200, et la somme de tous les individus. Au total, il y a eu 1511 oies cendrées qui ont été mentionnées aujourd'hui dans 74 sites par 53 observateurs. Donc c'est comme ça qu'on doit
lire ces pages d'observation. Donc, on peut aller revoir nos amis les grues cendrées ici. Vous voyez qu'aujourd'hui, 129 observations de grues cendrées. Le plus gros groupe faisait 800. Il y a eu 14 673 oiseaux qui ont été comptés sur 54 sites par 53 observateurs. Alors, on reclique sur le grue cendrée pour avoir la liste des observations. Et on va aller voir les différentes observations d'Antoine de Rouault en cliquant sur le nom. Vous avez les informations sur l'observateur. Donc, voilà les observations, 22 460 observations en Belgique pour 588 espèces. Il y a pour les Pays-Bas et le reste du monde aussi. Et donc, vous pouvez voir les observations d'Antoine de Rouault en cliquant ici. Vous avez uniquement les observations qu'il a faites, les différentes photos qu'il a pu faire ces derniers temps, les sons qu'il a enregistrés, sa liste d'espèces qu'il a vues et qu'il n'a pas cachées. Donc ici, c'est pour les oiseaux, mais on peut mettre tous les groupes d'espèces. Et puis, évidemment, en cliquant ici, vous avez les espèces qui mentionnent le plus fréquemment, le pinson, le merle, le troglodyte, la fauvette, etc. Vous pouvez aussi voir des comptages, ça on en parlera peut-être après, c'est transect, donc ça c'est... Ben non, on n'est pas, évidemment, je ne suis pas autorisé. Là, vous n'avez pas accès, c'est pour les administrateurs. Donc voilà. Ça permet d'avoir des informations sur les observateurs et voir, par exemple, si cet observateur n'est pas trop farfelu ou si, voilà, si vous avez un doute sur une de ces observations, ben, vous pouvez voir un peu ce qu'il mentionne. S'il a ici 1580 observations de pinsons, on peut se douter qu'il sait reconnaître les pinsons. Donc voilà, c'est aussi un peu pour voir et prendre un peu les observations avec du recul pour certaines observations parfois plus rares ou plus farfelues. Vous pouvez aussi comparer à votre liste, hein, si vous voulez un peu, si vous aimez bien les collections. Mais là, il faut être connecté, évidemment. Donc, voilà les espèces qui ont été vues seulement par Antoine de Rouault et seulement par la centrale ornithologique AVES avec le compte avec lequel je suis connecté. Donc voilà, ça c'est les petits gadgets de collectionneurs pour les naturalistes qui aiment bien de comparer leur liste. On peut aussi retrouver tous les observateurs ici en mettant communauté utilisateur. Vous avez les classements aussi. Donc ça c'est moins... Voilà, c'est pour ceux qui aiment bien d'avoir le plus grand nombre d'espèces, etc. Vous pouvez aussi cliquer sur BioBlitz. Alors, qu'est-ce qu'un BioBlitz? Ça, c'est en fait un défi qu'on se pose. Et donc, on essaye sur une année ou sur sur une année ou dans un temps donné, 24 heures parfois, sur un site aussi. Ça nous permet de se fixer un but et d'observer le maximum d'espèces sur ce site-là pendant un certain temps. On peut se créer son petit BioBlitz personnel dans son jardin, par exemple, pour l'année 2021. Ça, ben voilà, si vous avez envie de faire ça, on peut mettre à disposition les informations pour savoir comment mettre en place ce genre de choses. Ben voilà, par exemple, chez Natagora, il y a des régionales qui mettent ça en place sur des réserves naturelles. Donc, on avait fait ça une fois. On avait mobilisé des spécialistes d'une dizaine de groupes taxonomiques et pendant 24 heures, ces personnes ont identifié toutes les espèces qu'on leur apportait ou qu'on leur montrait sur un site, quoi, dans une réserve. Ça permet d'avoir l'information de ce qui est présent sur le site et aussi éventuellement mobiliser le public pour valoriser certains sites et les conscientiser à la conservation de la nature aussi. Donc ça, je vous invite à revenir vers moi si vous avez envie de faire un BioBlitz dans votre parc naturel pour un site ou quelque chose comme ça. Voilà, alors l'onglet projet, ça je vous avais dit que j'allais vous en parler rapidement. Donc les projets, qu'est-ce qu'un projet? C'est des projets de recensement, donc que ce soit pour les oiseaux, pour les amphibiens, etc.
qui sont définis pour des sites précis avec des méthodologies précises. Donc, un projet qui est bien actif pour le moment, enfin qui va bientôt être activé s'il pleut, eh bien, c'est les amphibiens sur la route. Et donc là, ben voilà, les observateurs s'inscrivent au projet, définissent un site, le site qu'ils visitent, par exemple ici, Adzeu, donc ils le dessinent, ils dessinent la route où ils font du passage de batraciens. Et puis après, en ajoutant des visites, ben, on a alors les informations des espèces qui passent sur le site. Donc ici, il n'y a aucun résultat, aucune espèce vue, mais on peut alors avoir les informations qui sont récoltées uniquement dans le cadre d'un projet. Donc ça nous permet de faire des analyses. Maintenant, par exemple, les points d'écoute pour le suivi des espèces communes en Wallonie, le suivi des oiseaux d'eau en Wallonie à Bruxelles, eh bien, on utilise de plus en plus observation.be qui va nous servir de plateforme alors pour récolter les données et pouvoir les analyser et éventuellement faire des statistiques sur les résultats. Donc voilà, ça c'est un nouvel outil d'observation.be 2.0 qui nous sert beaucoup, qu'on va encore développer et donc qu'on peut aussi mettre en place pour certains projets de monitoring, éventuellement dans des parcs naturels ou dans des réserves naturelles, etc. On a la possibilité de faire ce genre de choses. Voilà tout ce qui permet de visualiser, je vais dire, dans observation.be. Juste un petit aparté, on retourne alors dans l'ancien site, mais il y a ce qu'on appelait des sous-sites, et si vous vous rappelez peut-être ou vous connaissez peut-être, on a fait un sous-site, un sous-portail de observation.be pour les parcs naturels. Il y en a plusieurs qui ont ça, dont le parc naturel des Deux Ourtes. Et là, donc, ça permet de visualiser la même chose, mais sur un espace plus petit que la Belgique, et donc en l'occurrence ici la frontière du parc naturel. Donc vous avez le même genre d'informations avec les espèces observées, les dernières observations d'oiseaux par exemple pour le parc naturel des Deux Ourtes. Idem pour les statistiques, etc. Donc ça permet de voir la même chose à plus petite échelle. Les développeurs n'ont pas encore mis au point le code pour que ça passe en mode 2.0, mais ça va se faire. Donc on est toujours à l'ancien format du site observation.be. Je veux dire, c'est à peu près la même chose en cliquant. Chaque fois, vous pouvez cliquer sur les espèces, les sites, les observateurs, et vous allez retrouver les informations que vous cherchez par rapport à ceux-là. Donc, on a mis ça en place pour différents parcs naturels. Vous pourrez voir ici dans les communautés, en cliquant sur les sous-sites, les différents parcs naturels et les différents sous-sites qui existent. Alors, évidemment, vous avez beaucoup en Flandre aussi, mais vous avez l'information. Je ne sais plus où sont les parcs naturels, mais en cherchant, à mon avis, le parc naturel des Plaines de l'Escaut, à mon avis, doit être dedans. Non, il y est, mais je ne sais pas comment. Voilà. Ah bah oui, il n'était pas en. Donc vous avez le sous-site des parcs naturels des Plaines de l'Escaut que vous pouvez retrouver ici aussi. Voilà, vous pouvez un peu chercher et voir selon les parcs naturels qui existent. Voilà, je pense que pour la visualisation des données, je vous ai présenté beaucoup de choses. Ça fait à peu près 1 heure, donc c'est très bien. Je vais arrêter de partager mon écran. Je vais voir un peu vos différentes questions et y répondre. Et après, je vous présenterai le menu pour ajouter des espèces et comment faire alors à ce moment-là. Voilà, j'ouvre les questions. Donc j'en ai quelques-unes. Quelle est la différence entre observation et espèces vues? Toute la région wallonne est-elle couverte par des sites? Alors oui, la région wallonne est couverte au moins par les anciennes communes. Donc toutes les anciennes communes sont présentes. Mais évidemment, il y a plein de plus petits sites au sein des communes, notamment tous les sites de grand intérêt biologique. S'y retrouvent pas mal de réserves naturelles, des villages, des cours d'eau, des sites importants.
Et alors, la différence entre observation et espèce vue. Donc ça, peut-être, Anne, est-ce que vous pouvez préciser votre question? Donc, je vais rallumer le micro. Voilà. Oui, donc c'est au tout début de votre présentation. Alors, je ne sais plus exactement où, Oui, mais il y avait les deux appellations, mais je n'ai pas compris quelle était la différence. oui. Donc, dans explorer les observations et, et explorer. Euh, Ah oui, non, c'est ça. Quand on regarde un site, c'était ça, pour un site. Donc, je vais oui, oui, repartager. oui, oui, c'est Oui, bien quand on possible. cherche un site, je vais repartager mon écran, mais je reprends directement. Donc, alors, on arrive, je repartage l'écran rapidement. Ah, attendez, voilà. Voilà, donc on a ici le site d'Oufalise. Vous avez les observations, qui est la liste des observations faites. Donc vous avez à chaque minute près ou avec l'heure, à chaque date, une observation d'un verdier à Natrin ou bien une 100 grues cendrées à Fond de Mormont, ici 400 grues cendrées à Ouibrin, etc. Les espèces vues, ça va faire une synthèse des observations en fait. Donc vous allez avoir par espèce la liste des espèces qui ont été vues sur le site. Mhm. Voilà, Ok, donc c'est ça la oui, différence. Là, c'est ok, vraiment toutes les espèces. Vous avez une ligne pour chaque observation de grue. Vous voyez, hein, une ligne c'est là, une ça. ligne. Vous Oui, avez au moins. Tandis qu'ici, vous avez, dans l'espèce vue, vous avez une ligne pour la grue cendrée avec le nombre d'observations 725. d'accord, ok, oui, c'est bien Voilà. clair. Ok, merci. Donc, c'est vraiment une liste des observations qui ont été vues. Et oui, des espèces qui ont été vues, pardon. Voilà. Alors, que faire quand l'espèce que l'on veut encoder n'est pas présente dans la liste? Lichen, bryophyte, etc. C'est fréquent. Alors, il est possible que pour certains groupes taxonomiques, c'est assez compliqué de trouver des espèces. Parfois, elles ne sont pas dans la liste. Parfois, il faut utiliser un synonyme. Il est possible que les espèces aient un synonyme. Donc, on peut chercher alors via un synonyme ou le nom scientifique plutôt que le nom français. Ça, c'est quelque chose qui est faisable. Sinon, si vraiment vous ne la trouvez pas dans la liste, alors vous devez envoyer à info@observation.be, observation au pluriel, le nom de l'espèce, un lien vers la preuve, entre guillemets, que cette espèce est reconnue. Et alors, je peux l'ajouter à ce moment-là dans le catalogue des espèces, dans le dictionnaire des espèces. Mais c'est vrai que bon, généralement, tous les oiseaux et les groupes qui sont bien suivis, ben là, toutes les espèces s'y trouvent. Mais effectivement, des lichens, des bryophytes, là, il est possible qu'il y en a, ou des coléoptères aussi. J'en ajoute régulièrement. Alors, comment sont comptabilisées les observations présumées doublons? Est-ce que l'aide à l'identification par intelligence artificielle fonctionne pour toutes les espèces? Donc là, il y a deux questions. Les espèces, les doublons, ben, écoutez, là, les doublons, ils sont pas pris en compte. Donc, toutes les espèces, donc dans les graphes notamment, ben, c'est un cumul de ce qui a été vu. Donc, on a vu pour les grues cendrées qu'en février, il y avait plus d'1 million de grues cendrées qui sont passées au-dessus de chez nous. Si on sait que la population européenne de grues s'élève à 150 000 couples à peu près, ben voilà, on fait le compte qu'on a presque 10 fois plus de grues qui sont passées, enfin non, allez, 5 fois plus de grues parce que les couples, c'est 2 individus. Mais voilà, on n'a pas vu 5 fois la population européenne passer au-dessus de chez nous. Donc effectivement, il y a des doublons. Ça, il faut le savoir en regardant les statistiques et en regardant les chiffres. Comment régler ce problème? Ben là, c'est quand on veut faire des analyses plus fines. Alors à ce moment-là, on doit se plonger dans les données, faire des analyses Excel, notamment avec des fichiers Excel ou R ou Access, etc. Et donc essayer d'éliminer les doublons en triant par date, par groupe, par observateur, etc.
nous, ce qu'on fait généralement, quand on doit faire des analyses de ce genre-là, on prend le maximum d'individus par carré d'un kilomètre ou des choses comme ça. Ça dépend un peu, on a différentes techniques pour éliminer ce genre de doublons et essayer d'avoir des estimations un peu plus réalistes du nombre d'individus qui sont passés. Alors, l'aide à l'identification des espèces par intelligence artificielle, ça on va le voir juste après dans la partie encodage. Alors, sur le nouveau site, comment aller sur les sites hors Belgique? Oui, donc là, les sites hors Belgique, je peux vous présenter. Donc, je vais me remettre en partage d'écran. Je dois prendre celui-là. Donc, vous avez deux possibilités. Soit vous utilisez si vous allez aux Pays-Bas, c'est warneming.nl. Ça, c'est l'équivalent d'observation.be aux Pays-Bas. Encore une fois, là, vous devez vous identifier avec votre compte. C'est le même pour la Belgique et pour la Belgique, pour les Pays-Bas et pour le monde entier. Donc, vous avez ici votre compte qui donne accès à tous les portails du type observation.be. Donc, vous voyez ici, pour les Pays-Bas, vous avez warneming.nl. Si vous voulez voir ailleurs dans le monde, en Afrique, en Australie ou quoi, alors là, vous pouvez utiliser observation. Attention, ici, c'est observation au singulier et c'est .org. Même chose, vous allez arriver au portail observation.org. Vous voyez que c'est un peu plus exotique que la Belgique, mais pas que, il y a quand même des Verdiers en France. Et alors, encore une fois, vous pouvez vous connecter avec votre compte, donc qui est le suivant, voilà. Et vous avez alors les données, les observations ici en Allemagne pour différentes choses, mais les différents mammifères, le lapin de Garenne en France. Et vous pouvez alors aller chercher, par exemple, les éléphants. Et vous avez soit éléphants d'Inde, éléphants de mer, éléphants d'Asie, éléphants de forêt d'Afrique, de savane. Et alors, vous pouvez cliquer dessus. Et vous avez la même chose que ce qu'on voyait, donc les différents types d'observations, les photos. Vous n'avez pas de carte parce il n'y a pas de photos récentes, mais vous n'avez pas de carte parce que les observations d'éléphants sont protégées pour les protéger des... pas de photos non plus, pour les protéger des braconniers, à mon avis. Donc voilà. Il y a des espèces qui sont fortement protégées, parce qu'on n'a pas envie que ce site observation.be serve contre la nature, évidemment. Donc voilà, pour ce qui est à l'étranger, pour la visualisation des données. Voilà, donc il n'y a plus de questions ici dans le chat. Je propose que ceux qui ont encore quelques questions à poser, ils rallument leur micro et puis je peux prendre des questions orales aussi, évidemment, maintenant, si vous en avez qui arrivent. Sinon, je propose de passer à l'explication de comment encoder ces observations. Voilà, pas de questions? Ok, je vais partager mon écran de nouveau et retourner alors dans notre programme observation.be. Alors donc observation.be, on l'a vu, on peut apprendre beaucoup de choses sur les espèces, voir de belles photos et des belles cartes, des belles statistiques, etc. Tout ça, évidemment, c'est dû au nombre de données qui sont encodées et donc aux observateurs, aux naturalistes qui partagent leurs données. La base, évidemment, alors c'est de partager ces données. Donc en cliquant ici,
sur ajouter, qui est une des possibilités d'ajouter des observations dans observation.be. Eh bien, vous pouvez ajouter une observation et vous avez alors ici un menu dans lequel vous pouvez saisir vos observations. Alors, vous voyez qu'ici, il est tout simple. Et donc, vous devez être connecté évidemment avec votre compte pour pouvoir le faire. Vous avez un petit bouton qui vous permet d'afficher plus d'informations que vous pouvez compléter par après. Alors, vous commencez soit, si vous avez une photo, par télécharger une photo. Donc ça, on peut éventuellement aller la chercher. Je vais essayer de trouver, voilà, ça tombe bien, on a une ici. Voilà, vous avez une photo et simplement en la téléchargeant, vous voyez que on propose une espèce. Oxidentify propose Robert le Diable avec 100% de certitude. Alors, vous pouvez accepter, vous pouvez cliquer sur avertissement, ça vous explique un peu qu'Oxidentify doit être pris avec des pincettes parce que parfois il y a des erreurs. Et puis, donc, une fois que vous pensez, vous pouvez aller évidemment vérifier d'autres photos de Robert le Diable en cliquant dessus. Ah bah oui, tiens, bah voilà, ça correspond. Donc, on a la bonne photo, la bonne espèce. Vous voyez que comme les photos sont datées, eh bien la date est déjà complétée, le nombre d'individus aussi. Alors, il vous reste, en mettant les différentes options, à éventuellement accepter la photo. Ah, oui, accepter l'observation, voilà. Le 30 juin 2006, à 14h56, il y a un Robert le Diable. Et maintenant, vous pouvez alors sélectionner le comportement. C'est toujours très important de mettre un comportement, surtout pour les espèces qui pondent, par exemple, s'ils pondaient des œufs, voilà, on peut avoir une information supplémentaire de savoir que le papillon se reproduit à cet endroit, des choses comme ça, ou bien des oiseaux notamment aussi. Le stade, vous voyez que c'est un imago, pas une chenille, donc ça donne une information supplémentaire. Méthode d'observation, là, on peut le mettre aussi, il a été vu. Et puis alors sur et dans, voilà, vous pouvez mettre le nom de la fleur. Évidemment, il n'est pas sur une bernache du Canada, mais voilà, je crois que c'est une patoire, je ne suis pas certain, donc je ne vais peut-être pas le mettre. Mais c'est là qu'on peut noter alors la plante sur laquelle il est présent pour pouvoir alors après ajouter l'information et permettre aux autres utilisateurs de s'y retrouver aussi assez facilement. Vous pouvez mettre le sexe ici, mâle, femelle, et alors taper quelques remarques, la méthode de comptage, si c'est précis, si vous avez extrapolé, estimé, si c'est de l'abondance, etc. Si c'est une espèce, vous êtes sûr qu'il est échappé de captivité, alors vous pouvez cliquer ici. Par exemple, c'est le cas pour certains canards. Et vous pouvez cacher vos observations. Donc là, tout le monde la voit. Si vous mettez caché ici, on ne voit pas le lieu précis de l'observation. Si vous n'avez pas envie que votre jardin soit rendu public ou que les espèces présentes dans votre jardin soient vues par tout le monde. Et là, vous pouvez même mettre un embargo. Donc l'espèce ne sera pas vue avant la date qui est vous affichée. Alors, avant d'enregistrer, évidemment, il faut nous indiquer à quel endroit se trouvait ce beau petit papillon. Bon, je ne sais plus, mais je pense que c'était peut-être dans mon jardin. Et donc là, on peut mettre quelques lettres et vous avez les sites avec ces lettres-là, voilà, qui vous amènent en cliquant ici sur une carte. Alors, vous pouvez zoomer, dézoomer, rouler avec la roulette. Et puis alors après, changer le type de carte aussi éventuellement. Et donc, on peut noter, voilà, il était dans mon jardin. En cliquant sur la carte, vous avez le petit point qui s'indique et le lieu, la précision, etc. Si vous l'avez filmé, en plus, vous pouvez ajouter le lien YouTube pour que les gens puissent avoir l'information. Si vous avez un GPS sur votre appareil photo, vous pouvez aussi, en cliquant ici, utiliser les informations, je pense, de l'appareil photo. Ouais. Voilà. Et alors, évidemment, vous devez enregistrer ici
l'information. Et si vous avez eu d'autres individus ou d'autres espèces, à la même date, à la même heure, au même endroit, ben, vous avez hop, la possibilité de rajouter. Ben oui, il était aussi avec une petite tortue. Voilà. Et un individu aussi. Et vous pouvez aussi, bon, les stades, c'est toujours intéressant de le mettre pour les insectes, enregistrer. Voilà. C'était exactement au même endroit. Ça, c'est, je vais dire, l'encodage, entre guillemets, de base avec une photo. Maintenant, si vous n'avez pas de photo, on va recommencer alors. Eh bien, ajouter une observation. Vous voyez que d'office, c'est la date du jour qui se met. Donc, vous devez faire attention si vous encodez le lendemain. Et alors ici, ben, on peut mettre l'espèce. Vous voyez, vous mettez, plus vous mettez de lettres, évidemment, plus vous allez faire un filtre facile. Il y avait 3 individus. Là, on peut faire soit avec les flèches, soit le noter, ou 6 individus dans mon jardin. Vous pouvez préciser la composition du groupe. Donc, il y avait 3 mâles qui cherchaient de la nourriture et une femelle qui a crié, par exemple. Et puis après, il y en avait 2 indéterminés. Je n'ai pas fait attention à ce qui venait et en mettant confirmant. Donc, là, vous allez, je vais dire, démultiplier l'observation et apporter plus de précision quant au comportement et au sexe ou à l'âge des individus. Comportement, stade, ça on l'a modifié déjà tout à l'heure dans la composition du groupe. Je les ai vus. Et puis là, voilà, on peut alors choisir un endroit. Et alors, ben, encore une fois, remettre ici et enregistrer. Il ne faut jamais oublier d'enregistrer. Si on oublie d'enregistrer, alors bien l'observation est perdue et il faut recommencer. Donc c'est assez simple. Il faut un peu manipuler. Maintenant, quelles sont les espèces, quand faut-il encoder, etc. Ça, c'est libre à chacun de choisir ce qu'il veut encoder. Donc, on considère, nous, que c'est un carnet naturaliste. Donc, voilà, toutes les informations sont les bienvenues. Maintenant, effectivement, on trie quand on veut. On sait trier nous-mêmes et choisir un peu les informations dont on a besoin et laisser les autres sur le côté. Mais si vous aimez bien de compter tous les jours les oiseaux qui viennent dans votre jardin, il n'y a pas de souci aussi. Alors, nous, on préfère à ce moment-là de travailler, si vous aimez bien, de faire des listes complètes d'espèces. Alors ça se fait essentiellement pour le moment avec le smartphone. Malheureusement, on n'a pas encore l'option des listes complètes qui est mise en place pour la nouvelle version d'observation.be. Et donc, les smartphones, vous avez peut-être déjà entendu parler de OpsMap ou iOps si vous êtes chez Android ou chez Apple. Et ces 2 applications, malheureusement, c'est beaucoup plus compliqué à présenter en ligne comme ceci, permettent d'encoder directement vos observations sur le terrain. Donc, soit des observations courantes, espèce par espèce, soit utiliser des transects, donc c'est-à-dire encoder toutes les espèces que vous observez sur un trajet que vous faites habituellement. Je ne saurais malheureusement pas vous montrer ça, mais je vais vous mettre des liens vers des vidéos qui expliquent la manière d'encoder avec IOPS et OpsMap pour créer notamment des listes complètes d'observations qui, ces listes complètes d'espèces vont nous apporter des informations supplémentaires dans nos analyses, notamment des absences d'espèces qu'on peut estimer en fonction des trajets qui ont été faits, du temps qui a été passé, etc., et des espèces vues. Voilà, c'est toutes sortes d'informations qui nous permettent de tirer pas mal d'informations et d'apprendre
aux ornithologues ou aux autres naturalistes comment observer et qu'observer à quel moment aussi notamment. Donc ces vidéos-là vous seront partagées. On va mettre un lien vers notre... vous l'avez ici en fait. Hein. Vous avez dans la page d'accueil d'observation.be, en cliquant ici sur ce lien, vous allez arriver à notre blog AVES qui explique la manière de faire des listes complètes et à quoi ça nous sert. Et puis alors après, vous allez arriver sur des vidéos qui vous permettent de... Il faut un peu le temps que ça charge, mais des vidéos qui vous permettent de comprendre comment faire pour réaliser ce genre de liste. Voilà. Et donc, oui, effectivement, encoder les observations avec une photo ou avec simplement les espèces. Donc ça va vous permettre de partager vos observations. Alors, vous allez voir quand vous regardez les différentes observations, notamment, on va prendre encore une fois la grue centrée. Vous voyez qu'il y a des pictogrammes, soit des carrés gris, soit des petits V blancs dans un cercle bleu. Il y en a d'autres avec des carrés verts et un V blanc. Et donc ça, il faut savoir qu'il y a une équipe de spécialistes qui valident les observations, essentiellement sur base de photos, mais pas que, sur base de descriptions, etc. Et donc, il y a plusieurs dizaines de personnes qui passent en revue les observations une à une, généralement pour les espèces les moins courantes ou des espèces qui ont été observées hors de périodes habituelles, je vais dire. Et ces validateurs vont accepter, généralement accepter, ici accepter avec preuve parce qu'il y a une photo de grue cendrée, ou bien accepté par un validateur simplement sur base de l'expérience de l'observateur ou de la période de passage, etc. Donc, cette validation, ça apporte une valeur supplémentaire aux observations et ça permet aussi pour certains observateurs de se rendre compte qu'ils se sont un peu trompés et puis d'apprendre aussi par rapport aux conseils et aux informations reçues des validateurs. Donc, c'est un travail qui prend énormément de temps, surtout de plus en plus avec les millions de données qu'il y a chaque année maintenant. Donc, il y a certains validateurs qui passent plus 1 ou 2, 3 heures par jour parfois à scruter les données et à les valider. Donc, ils font un travail de fourmi. Mais ça apporte une grande plus-value à observation.be et notamment aussi, ça permet de mettre en place l'outil d'intelligence artificielle qui permet de reconnaître les espèces via des photos qu'on y met. Parce que le programme utilisé, donc Opsidentify, va aller chercher dans toutes les photos validées par les validateurs, va comparer différents critères, un peu comme la reconnaissance faciale, et proposer alors une espèce sur base des photos validées. Et donc, vous avez, oui, des données qui ne sont pas acceptées, évidemment. Certains sont parfois frustrés parce qu'un validateur ne valide pas ses observations. Mais il faut savoir qu'ils n'ont pas le temps de tout valider. Généralement, ce qui est validé, c'est des photos ou comme je disais, des observations d'espèces plus rares, etc. Il y a de la validation automatique aussi. Donc, pour certaines espèces, une fois qu'une photo a été validée, les autres observations de la même espèce dans un certain temps, une certaine période et un certain périmètre autour de cette observation sont validées automatiquement aussi, pour soulager notamment les validateurs. Et donc, oui, effectivement, si vous postez une photo d'un pic vert en notant que c'est un jaseur boréal, par exemple, les validateurs vont revenir vers vous en vous expliquant gentiment que ce n'est pas un jaseur boréal, mais un pic vert. Ils n'ont pas toujours le temps de vous donner des critères et parfois ça peut paraître un peu abrupt, mais voilà, c'est le temps qu'ils prennent. Ils valident quand même et ils repassent en revue vos observations régulièrement.
Il ne faut pas, par contre, penser que les validateurs ont identifié toutes vos observations. Ça ne va pas être possible pour eux. Donc, il vaut mieux d'abord bien se renseigner ou bien alors soit mettre une photo, soit noter, ben voilà, j'ai vu un pic SP. On ne sait pas identifier plus loin qu'un pic. On ne sait pas si c'est un pic-mare ou un pic-et-pêche. Ben, ne mettez pas pic-mare ou pic-et-pêche, mettez plutôt pic indéterminé, quoi. Voilà. Ça, c'est quelque chose qui permet d'avoir une valeur plus scientifique et objective, je vais dire, à nos données. Donc, si on hésite, ben, on peut mettre encore indéterminé ou uniquement le nom de genre. Alors, est-ce que, dans une des questions, quand on ajoute une photo, l'intelligence artificielle fonctionne pour tous les groupes? Ben, l'intelligence artificielle, elle fonctionne bien. La reconnaissance automatique, en fait, fonctionne très bien pour des groupes où il y a beaucoup de photos, donc comme les papillons de nuit, c'est assez efficace aussi. Les oiseaux, généralement, si la photo est bien faite, ça fonctionne. Les plantes, ça va relativement bien, mais tout ce qui est insectes, là, c'est plus compliqué. Parce que, par exemple, si vous mettez une photo d'un coléoptère et qu'on ne voit pas ses tarses, par exemple, et que c'est le critère d'identification entre deux espèces, il pourra vous donner une information avec une certaine certitude, parfois même 100%, alors que l'espèce n'est pas la bonne, quoi. Donc ça, c'est toujours encore compliqué pour certaines espèces, très difficiles à différencier. Mais les groupes communs comme les libellules, les papillons de nuit, les oiseaux, les mammifères, je pense aussi que ça fonctionne assez bien. Et encore une fois, comme je le disais, ben, si vous utilisez Opsidentify, faites attention quand même à avoir un esprit critique. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Donc, je vous remettrai le lien vers les vidéos pour vous expliquer l'encodage avec Opsidentify et OpsMap et IOPS. Et sinon, voilà, je pense qu'on a fait le tour. Ah, il reste encore une chose que j'ai oublié de vous présenter, évidemment, une chose importante aussi. En cliquant ici, en haut de votre écran, vous avez votre nom, généralement ici, et en cliquant là, vous pouvez retrouver évidemment votre profil avec toutes les informations vous concernant, les différentes observations que vous avez réalisées. Et alors, autre chose d'important, si vous voulez modifier ou effacer votre observation, vous pouvez cliquer ici sur les trois petits points, la colonne, hein, c'est important parce que parfois on se trompe. Donc, soit pour modifier en cliquant sur modifier et dire bah, finalement, c'était peut-être pas un merle noir, c'était plutôt un moineau domestique. Vous pouvez le changer et vous voyez qu'on est passé à moineau domestique. Donc, en allant voir vos observations, ce n'est plus un merle noir, mais un moineau domestique. Ça a été validé automatiquement parce qu'il a déjà été validé sur base de photos. Et alors, bah, comme ici c'était inventé, je vais supprimer ma photo, mon observation. Il y a toujours évidemment la possibilité, la confirmation de virer ça. Vous pouvez voir alors votre liste d'espèces. Voilà. Vous pouvez voir les espèces que vous n'avez pas vues. Donc là, et avec la localisation. Donc ça, encore une fois, c'est si vous voulez améliorer votre collection d'espèces. Vous pouvez aussi voir vos sites personnels et éventuellement en créer vous-même. Donc ça, c'est aussi quelque chose d'intéressant. Si vous ne trouvez pas un site, ben voilà, ici, vous pouvez dessiner votre jardin. Donc, vous appuyez ici sur localisation de l'observateur et puis vous mettez jardin, par exemple. Et vous pouvez aller le dessiner en cliquant sur la carte, en zoomant évidemment et en regardant les jardins. Et alors, vous pouvez dessiner votre jardin en utilisant ceci et vous aurez alors toutes les informations des espèces observées dans votre jardin. Voilà. Évidemment, il faut pardon, je vais un peu vite. Vous mettez OK et vous avez votre jardin ici, site créé par l'observateur. Ben, il n'y a jamais eu d'observation dans mon jardin, fictif évidemment, mais sinon vous avez ici ce qui est, vous pouvez alors voir ça comme pour un site classique, je vais dire.
Donc voilà, ça c'est aussi quelque chose d'intéressant, c'est que vous pouvez alors créer votre site vous-même via donc site personnel et localisation de l'observateur. Vous pouvez aussi voir les différents comptages que vous avez réalisés. Ici, on n'a pas fait de transect, mais on a des comptages pour les projets. Oui, voilà, donc les différents projets auxquels on a participé. Et puis, voilà, après, vous pouvez avoir vos paramètres, changer de mot de passe, etc. Donc là, c'est la possibilité de voir ça. Voilà, donc cette colonne-là, c'est tout ce qui vous concerne et concerne vos observations, en fait. Voilà. Ça, c'est assez intéressant à regarder, évidemment, régulièrement aussi. Voilà. Je pense que maintenant, j'ai fait le tour. Ceux qui étaient... Ah oui, on peut aussi, en utilisant ce bouton-ci, chercher un peu n'importe quoi. Donc, une espèce ou un site. Donc, par exemple, si je tape ours, là, vous avez l'ail des ours, la patte d'ours, le chouca des tours, donc tout ce qui contient ours. Ou bien alors les localisations bon secours, alentour, voilà, vous voyez. Et là, ça vous permet de chercher alors un peu différemment. Ceux qui étaient un peu nostalgiques de l'ancien site peuvent aussi, en tout cas pour le moment, retourner dessus. Et ça, je ne vais peut-être pas présenter maintenant, mais voilà, ça c'est pour ceux qui étaient habitués, je vais dire, à l'ancien site. Vous pouvez toujours, en cliquant ici sur ancien site, réutiliser les différentes possibilités. Voilà, vous avez vous avez encore des fonctionnalités qui sont sur l'ancien site et qui n'ont pas encore été migrées sur le nouveau. Donc peut-être que certains vont les retrouver sur l'ancien site. Mais globalement, le nouveau site observation.be va s'améliorer encore un peu dans les jours à venir, enfin dans les mois à venir en tout cas. Voilà, voilà, je propose maintenant d'arrêter là le partage d'écran et de revoir encore les différentes questions éventuellement. Encodage sur Transect est-il possible sur IOPS? Oui. Si vous regardez les vidéos, vous allez avoir l'information de la manière de réaliser des transects avec IOPS. Alors, comment mettre un embargo illimité sur un site que l'on désire rester incognito? Là, il faut, pour chaque espèce qu'on encode sur ce site, mettre un embargo jusqu'en 2100, par exemple. Ça, c'est la possibilité. Sinon, on peut aussi, pour certaines espèces, dans certains sites avec certains comportements, par exemple les Milandes royaux, tous les comportements nicheurs sont obscurcis, par exemple, mais pas les migrateurs. Donc ça, c'est nous qui devons le faire alors, et on peut éventuellement voir avec les gestionnaires du site, du portail, hein, nous, donc en gros, comment on peut faire pour cacher des espèces sur un site. Alors, question de béotien technologique. Si je veux acheter un smartphone, y a-t-il un appareil particulièrement conseillé pour l'encodage en direct via appli type OpsMap IOPS, performance GPS, photo pour Opsidentify ou autre? Non, a priori, la plupart des smartphones ont des GPS suffisamment précis. Si vous utilisez Android, vous pouvez utiliser OpsMap. Si vous préférez Apple, vous allez utiliser IOPS. Et maintenant, le choix de l'appareil, il faut savoir que si on utilise le GPS régulièrement, la batterie s'use assez vite. Donc, moi, j'ai choisi un GPS assez solide et avec une durée de batterie assez importante. Comme ça, je tiens toute la journée sur le terrain et s'il tombe, il ne casse pas. Maintenant, c'est un petit investissement à faire. Sinon, voilà, tous les smartphones fonctionnent du moment qu'ils ont un GPS, en fait. Alors, à quelle adresse mail doit-on envoyer la liste des espèces manquantes dans la liste? Alors, je vais le noter, ça. Donc, je note l'adresse ici. Dans la discussion observation.be. C'est info@observation.be.
Voilà. Alors, les observations sont-elles plus facilement validées? Oui, donc, pardon. En attendant, j'encode lichen indéterminé et je mets l'espèce en commentaire. Y a-t-il un autre moyen? Non. Donc, le mieux, c'est de m'envoyer d'envoyer à info@observation.be la liste des lichens identifiés, comme je disais, avec éventuellement un lien vers une publication qui en parle. Comme ça, je peux alors les sélectionner dans le dictionnaire. Donc, ils sont présents dans le dictionnaire, mais ils ne sont simplement pas activés. Voilà. Les observations sont-elles plus facilement validées à partir d'un certain nombre d'observations ou d'espèces encodées par l'observateur? Non. Donc, les observations sont validées en fonction de l'espèce, de la phénologie, donc la période de l'année, et s'il y a une présence de photos ou pas. Et donc, comme je le disais, les validateurs, on a des validateurs qui ont déjà validé près d'1 million d'observations, donc c'est un travail de fou et de fourmi. Et donc, les espèces les plus communes, généralement, ne sont pas toujours validées. Et puis alors, il y en a qui travaillent de différentes manières. Il y en a qui valident au jour le jour. Il y en a qui valident en fin d'année toutes les observations. Ça, c'est le cas surtout pour les mammifères, notamment, ça peut arriver. Et puis, il y en a qui valident quand bon leur semble. Et enfin, il y a aussi des groupes où il n'y a pas de validateur chez nous, en Wallonie en tout cas. Donc, il est possible que pour des poissons ou pour, je ne sais pas moi, des araignées, personne ne valide une photo parce que c'est simplement pas de validateur. Donc là, voilà, si vous êtes spécialiste des araignées et que vous avez un peu de temps, vous pouvez nous contacter aussi à l'adresse en dessous, comme j'ai noté dans la discussion, pour vous proposer comme validateur éventuellement. Voilà, je propose, si vous avez encore des questions, vous pouvez éventuellement me les poser en rallumant votre caméra, rallumer le micro. Je pense qu'on en a terminé là pour cette présentation-là. Donc, je vais arrêter l'enregistrement et on pourra alors rediscuter